Bonjour, ici André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle. Aujourd'hui, le mardi 23 février 2021, je suis très heureux de rejoindre mon ami Andrew Mikrovsky. Je dis que c'est mon ami parce que c'est le premier expert qui m'a parlé des champs électromagnétiques au tout début des années 90, grâce à Christopher Ives, chercheur de la SCHL, qui nous a présenté. Bonjour Andrew, comment ça va? Bonjour, c'est un plaisir de vous entendre de nouveau. Oui, ça fait un bout de temps qu'on s'est vu, Andrew. Vous êtes à Ottawa. Parlez-moi d'abord, vous êtes un architecte de formation, vous avez étudié en Italie et vous avez fondé avec un sénateur l'Association planétaire pour l'assainissement de l'énergie. En quelle année et pourquoi? OK, alors, en effet, c'est une histoire assez intéressante dans ce sens-là. J'ai travaillé comme planificateur principal aux affaires indiennes de l'époque. Et mon devoir était d'aider les communautés autochtones de planifier. À l'époque, il n'y avait même pas encore la gouvernance, c'était pas encore donné. Et j'ai travaillé en plusieurs milieux, surtout en Alberta, aussi avec quelques groupes en Québec, Manitoba. Et j'ai pu convaincre le ministre Jean Chrétien qu'en effet, les Indiens étaient bien en mesure de se gouverner et de planifier pour livrer l'espace. Et à cette époque, parce que j'avais tellement de temps libre, surtout le soir, j'étudiais beaucoup différentes technologies possibles parce que j'ai vu en étant planificateur que le défi pour le Canada, surtout pour le Nord et les régions plus reculées, était énorme dans beaucoup de sens et que j'ai cherché s'il y avait des solutions en dehors de ce que j'ai étudié ou ce qui était connu. Comme le diesel? Et c'est là que j'ai commencé à m'approfondir sur le travail de Nikola Tesla et quelques autres scientifiques qui avaient parlé de différentes possibilités, y compris les énergétiques. Alors, et aussi, j'ai découvert qu'il y avait des systèmes comme radioniques qui permettaient d'avoir un équilibre avec la nature sans les produits chimiques. Alors, pouvez-vous définir très brièvement la radionique, s'il vous plaît? La radionique est un système par lequel on peut faire comment peut-on dire, monitoring, on peut faire le moniteur. Monitorer les êtres, c'est-à-dire les êtres humains, animaux, les plantes, et aussi l'espace à distance. Et de pouvoir constater différents faits qui sont rémunérés par des fréquences, et chaque fréquence identifie quelque chose, par exemple en chimie, un état, si vous voulez, ou un processus. Et par la suite, comme en homéopathie, on peut remettre en équilibre la situation si elle est en précaire, aussi à distance. Alors, cette technologie était inventée par un médecin, une des premières femmes médecins aux États-Unis, Ruth Brown, qui était en Californie, qu'elle était d'une famille prospère, donc elle avait beaucoup de temps, et elle était une des premières femmes dans l'histoire du monde qui a connu les radios. Donc, elle savait construire des radios elle-même et elle faisait tous des exercices. Puisqu'elle avait beaucoup de temps de loisir, après avoir pratiqué quelques années, elle s'est rendue compte que elle pouvait sentir dans elle quelle était la maladie du patient qui venait arriver. Et ça lui a étonné
elle pensait que c'était une folie, c'est pas possible parce que je n'ai pas de preuves, etc. Et elle a constaté, parce qu'elle prenait des notes de ça, qu'en effet, elle était capable de faire. Et elle voulait savoir pourquoi elle était capable. Quand elle a appris que c'était une question de fréquence, c'est quelque chose qu'elle pouvait sentir dans son corps, que telle personne avait tuberculose, une autre avait choléra ou différentes maladies, et que chacune avait une fréquence, c'était une signature, si vous voulez. Elle se posait la question, est-ce qu'elle pouvait aussi faire ça par téléphone? Par exemple, est-ce que c'était nécessaire pour la personne être présente dans son cabinet? Et elle a découvert qu'elle pouvait faire la même chose. Il suffisait qu'une personne parle au téléphone et elle pouvait aussi sentir qu'une personne avait tuberculose, cancer ou quoi que ce soit. Alors, et ça l'a intrigué davantage, est-ce qu'on peut faire sans téléphone? Alors là, elle est arrivée à constater que, premièrement, on pouvait aussi enregistrer le problème des patients avec les échantillons de sang. Elle pouvait, si quelqu'un envoyait un échantillon de sang, elle pouvait aussi sentir quelle personne avec quelle et aussi pour vérifier si c'était vrai ou non. Et c'était vrai. Elle a justement maîtrisé. Alors, par la suite, elle a dit, mais parfois c'est difficile d'envoyer un échantillon de sang. Alors, elle a demandé aux gens d'envoyer des photos d'eux-mêmes. Ouais. Et une des... comme ça, elle pouvait avoir des rapports avec des gens internationalement au-delà de l'Atlantique Pacifique et elle pouvait faire des diagnostics. Et aussi, elle avait appris entre-temps pour faire en homéopathie le contraire, non parce qu'elle commençait à comprendre les choses. Parce qu'elle connaissait les radios, elle commençait à faire les premiers appareils radioniques par lesquels, dans un côté, pour les récepteurs, il y avait l'échantillon, ça peut être un cheveu, une photo ou quelque chose, qu'il peut sentir avec ses mains sous un pad, si vous voulez, et sentir si ça marchait, et tourner la fréquence, comme dans le vieux radio, avec les longueurs d'onde, pour sentir où c'était le plus fort qu'elle sentait quelque chose, non? Et comme ça, elle pouvait avoir un chiffre. Entre-temps, elle a connu beaucoup de monde qui ont fait la même chose qu'elle, et on a fait un compendium pour toutes les fréquences que les gens pouvaient sentir avec la main. Et comme ça, on avait une liste qui approchait quelques milliers de différentes situations. Par la suite, pour envoyer à la personne, l'animal, la plante, ou le sol, ou même l'air, elle a fait l'envers, inverse. Et qui est au fond une formule homéopathique, si vous voulez, c'est la loi des inverses, non? Et c'est ça le radionique. Alors, de toute façon, un jour, quand je travaillais aux Affaires indiennes, j'étais de retour volant de Edmonton vers Ottawa. J'étais assis à côté d'une madame que je ne connaissais pas du tout, mais un passager. Et j'ai fait un commentaire qui est beau le Canada. Et on volait par-dessus le lac Winnipeg. Et la madame s'intéressait de mon exclamation. Après, j'ai découvert qu'elle était le speaker du Sénat. Okay. Et elle venait de Nouveau-Brunswick. C'est une des premières sénatrices au Canada. Et j'ai commencé à lui raconter mes espoirs pour les Autochtones avec Tesla et les radioniques et tout ça. Elle a dit, tu sais, quand nous serons à Ottawa, je vais arranger quand vous allez rencontrer un comité scientifique de Sénat. Malheureusement, elle était tombée malade, elle a pris le mort de cancer. Donc, c'était le sénateur Carter qui a repris la demande de cette madame. Et c'est lui qui m'a invité justement devant, je pense, il y avait 6 ou 7 sénateurs,
de parler de Tesla, de parler de tout ça. Alors, ça a créé beaucoup d'intérêt et les sénateurs ont demandé à sénateur Carter, qui était le chair, le président de la comité de sciences et de santé, c'est un comité permanent, de donner suite. Alors, la formule de ce sénateur, qui était de Terre-Neuve, il était très brave dans ça, c'était comme ça qu'il est devenu un bon politicien, c'était de faire du networking. Oui, du réseautage. Oui, vraiment. Et alors, il a dit, André, nous allons inviter tout le monde que vous connaissez et au Sénat, dans mon bureau, et on va causer qu'est-ce qu'on peut faire pour le futur du Canada qui pourrait apporter de nouveautés. C'était très relevant parce qu'à l'époque, le sénateur a proposé que le Canada ait un secrétariat de l'avenir, Future Secretariat, et c'est Boris Lamontagne qui était le sénateur Boris Lamontagne, qui était, comme vous savez, un très grand monsieur pour toutes les choses d'énergie propre, qui proposait ça aussi, mais le bureau du Premier ministre à l'époque a refusé parce qu'on disait, mais qu'est-ce qu'il va dire le Québec? Qu'est-ce qu'ils vont dire l'Ontario et autres provinces? De quoi se mêle le gouvernement fédéral? Alors, le sénateur a dit, puisque nous travaillons dans l'intérêt du futur du Canada, faisons cet effort au lieu à travers le bureau du Premier ministre, faisons-le comme citoyens. Alors moi, j'étais à l'époque un fonctionnaire du gouvernement fédéral et le sénateur, naturellement, le sénateur. Alors, nous avons décidé de travailler comme des citoyens réguliers qui forment un réseautage. Et la première invitation majeure, il y en a eu plusieurs d'autres, c'était avec Dr. Andrea Puharich, qui a développé la technique de audio pour électronique, inspiré de travaux qu'il a dû faire pour le Pentagone pour Nikola Tesla. Il a révisé tous les papiers que le gouvernement américain avait de Tesla avant qu'il soit envoyé en Yougoslavie lorsque c'était encore un pays communiste. Là, il a trouvé des papiers qui n'étaient jamais publiés et qui ont permis à la technologie de microphonie, comme on connaît aujourd'hui, d'amplification et aussi de pouvoir rendre le moniteur beaucoup plus sensible. Et c'est une technologie que Tesla appelée Electric Resonance, la résonance électrique. Et ceci, Tesla a commencé à s'intéresser, mais n'a pas achevé, c'est Puharich qui a achevé ça, comment utiliser la résonance pour décomposer l'eau en hydrogène et oxygène avec l'électronique, qu'Andrea Puharich a fait, et aussi a fait d'une autre manière, mais toujours le même principe, Yule Brown, de comment faire la décomposition. Donc, on ne parle pas d'électrolyse de l'eau? Oui, oui. Yule Brown, qu'est-ce que c'est le Brown? C'est fait acoustiquement, oui. Alors, ça, c'est une chose. Et l'autre personne que le sénateur a invité, c'était le scientifique en chef de Marcel Vogel de IBM. Et ce monsieur était probablement à l'époque le plus grand expert en microscopie sur la Terre. Et la microscopie devenait très importante parce qu'il fallait faire pour les ordinateurs des choses très petites, non? Comme microchips, etc. Et il fallait avoir toute la capacité de comprendre comment on peut avoir la mémoire, par exemple, pour les disques durs, etc. Alors, Marcel Vogel était intéressé formellement au nom de IBM et il a été donné congé de 2 semaines de passer avec le sénateur Carter et moi à Ottawa parce que nous étions intéressés dans Tesla. Et la raison pourquoi
IBM était intéressé dans Tesla, c'est que quand ils ont créé les premiers ordinateurs, personal computer ordinateur comme ça, ils voulaient breveter le système analogue pour le langage, non? Le binary system, non? Système binaire, oui. Oui, et ils ne pouvaient pas le breveter parce que le bureau de poste a dit, mais vous savez, Nikola Tesla qui a inventé ça en 1895, okay. Et il disait Nicolas où? Alors, et quand ils ont découvert qu'il y avait un type comme Tesla, et quand ils commençaient à étudier, ils disaient, mais mon Dieu, nous sommes vraiment en retard chez IBM. Mais grâce à Tesla, IBM n'a pas eu la monopolie mondiale sur le système ordinateur. S'il n'y aurait pas eu Tesla, il n'y aurait qu'un système d'ordinateur, une compagnie, un langage, rien ça ne serait pas devenu comme c'est devenu maintenant. Ah, ouais. Il y a beaucoup de compagnies, il y a l'Internet possible, etc. Il y a fabricants partout parce qu'à cause de cette précédence. Mais c'est comme pour n'importe quelle invention, il y a toujours des intérêts économiques extrêmement puissants. Oui, ça me fait penser, vous m'avez présenté un jour Alvin Marks, qui avait développé les Polaroid, d'abord, Polaroid, oui. Et aussi le concept que la lumière est polarisée, donc on peut travailler, faire la génie autour de ça. Et les pellicules minces, hein, les thin films avec lesquels on fait de l'électricité solaire. Oui. Il m'avait dit qu'un jour, son frère, quelqu'un avait posé une bombe sous sa voiture. Alors, c'est pas juste dans les films d'espionnage, ça se produit vraiment dans la vie, ces choses-là. Oui. Si on revient à Tesla, l'électricité transmise à travers l'air, vous venez de m'envoyer aujourd'hui, ce midi, un article de la grande revue britannique The Economist. Oui. Croyez-vous que, parce que c'est comme les autos électriques, quand elles sont arrivées trop rapidement, elles ont été tassées par GM. Hein. Il y avait un bon film qui s'appelait Who Killed the Electric Car? Et là, on nous annonce que d'ici 20 ans, toutes les voitures vont devenir électriques. Croyez-vous au niveau de l'énergie que des technologies comme la transmission d'électricité sans fil ou le brown gas vont percer? Est-ce que la planète et l'humanité sont mûres pour ces percées aujourd'hui? Essayons de comprendre le contexte dans lequel Nikola Tesla l'a proposé. Pour un article, pour une review à l'époque de grande envergure, la revue s'appelait Century Magazine. C'était comme le Life Magazine du futur, encore mieux que l'Économiste aujourd'hui. Il a écrit en 1900, parce que c'était le début d'un centenaire, qu'il fallait absolument rendre la vie physique de l'homme facile. Plus facile, oui. Parce que n'oubliez pas, il y avait encore à l'époque les enfants qui étaient esclaves de travail. Les gens travaillaient des heures impossibles. De son côté, étant yougoslave, il voyait beaucoup de ses collègues avoir de blessures, même mortalité, en travaillant pour l'industrie sidérurgique américaine, l'acier. Et dans nos fournaises, non? Il a dit qu'il faut faire quelque chose. Il appelle ça Increasing Human Energy. Et il faisait un bilan de toutes les énergies qu'on connaissait à l'époque, qui incluait naturellement le charbon, le pétrole, et aussi même le système solaire et le système, parce qu'on commençait à connaître le système solaire à l'époque. Donc, ils connaissaient les windmills, non, les éoliennes. Oui, les éoliennes. Et il disait toutes les limites de ces choses-là. Il y a une limite qu'on peut faire et ce n'est pas toujours pour les biens. Ouais. Alors, il faut avoir quelque chose de mieux. Imagine, ça c'est écrit il y a 120 millions ans. Hein? Ouais. Quelque chose de mieux. Ouais. Et c'était qu'au fond, dans l'ensemble, dans l'environnement que nous vivons,
dans la planète et aussi dans le cosmos, il y a beaucoup d'énergie qu'on peut utiliser. Et il a écrit ça parce que 6 mois plus tôt, à Colorado Springs, il a construit un système énergétique. Mais premièrement, pourquoi était-il à Colorado? À Colorado, à côté de Colorado Springs, était une mine à Telluride, Colorado, qui était isolée, et les gens avaient demandé d'avoir l'électricité. Et c'était la première installation de courant alternatif sur la Terre pour cette mine. Et à l'époque, il a construit une génératrice. C'était basé sur une chute d'eau. Et on ne savait rien à l'époque. Il n'y avait pas de volts, il n'y avait pas de watts, il n'y avait rien. Non, on faisait tout artisanalement. Et on a réussi à faire cette ville avoir l'électricité. Et la mine était très réussie. Elle fonctionne encore. Cette mine, c'est une des mines les plus réussies sur la Terre. Alors, en descendant de Rocheuse, il allait à Colorado Springs. Il avait un énorme espace. Et parce qu'il venait de faire la première génératrice sur la Terre, alors, le courant alternatif, il a fait un autre. Et avec ça, il a utilisé tout ce qu'il savait à l'époque, et il a prévu tout ça avec des calculs en physique, de comment générer et comment transmettre sans fil. Alors, et il a fait différentes observations. Avant de faire la transmission, il essayait de voir jusqu'à quelle hauteur dans l'espace pouvait-il envoyer des charges. Et comme ça, il a pu illuminer le ciel à différentes hauteurs par-dessus de Colorado, cette expérience lui a permis de créer les lumières fluorescentes parce que à chaque niveau, il y a des couleurs différées à cause de la composition de l'air est différente. Et donc, il a créé les lumières fluorescentes avec ses essais, puisque quand il est retourné à New York 6 mois plus tard, il a pu donner à M. Néon, Claude Néon, qui venait de Paris, un jeune homme, un adolescent, je pense, à l'époque, et il lui a donné comme cadeau, quand il a fini de travailler au père, si vous voulez, à New York, Claude, je te donne cette technologie. C'était comment faire les fluorescents, et il a expliqué, à cause de ce qu'il a appris avec l'espace, la ionosphère, lesquels gaz, par exemple néon, etc., créant quelle couleur. Et c'est comme ça, mais il n'avait pas le temps pour faire le marketing, ça, mais Claude Néon l'a fait, et comme ça, il était la première lumière des affichages, etc., populaires. Alors, de cette expérience, il a aussi pu envoyer, écouter, parce qu'il écoutait avec le système radio, si vous voulez, ce qu'il faisait. Il pouvait aussi atteindre et écouter certains phénomènes électromagnétiques, par exemple, de nos planètes. Et il a pu entendre un genre de clic, 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 clic dans l'espace qui venait de Jupiter. Et c'était un phénomène à Jupiter qui causait de la façon l'atmosphère là bouge et aussi le mouvement de Lune qu'il pouvait écouter. Donc c'était un premier effort, si vous voulez, en radioastronomie. Et de ça aussi, il a constaté que quand il mettait changer la bobine, si vous voulez, non, c'était la bobine fameuse que vous avez vu les images, qu'il y avait jusqu'à, je pense, 10 millions de volts. Oui, j'ai une photo de ça. Alors, il a aussi, parce qu'il faisait tout ça, chaque jour, il faisait 2, 3, 4 expériences, tout écrit dans ses notes. Et il a pu constater que s'il y avait des ampoules, même à quelques kilomètres de son endroit, ils s'allumaient. Donc, il a compris quelque chose de passé, que les ampoules, l'électricité était transmissible à distance. Alors, ça lui a beaucoup intéressé. Oui, c'est ça l'image. Mon Dieu, vous êtes rapide.
Alors, c'était ça la bobine. À côté, ça c'est dans son barn, si vous voulez, à l'époque, à Colorado Springs. Il a mis aussi à l'extérieur un tour qui ressemblait à celui de Warden Clyde, Long Island, quelques années plus tard, qu'il pouvait faire. Alors, ce qu'il faisait dans cette image, premièrement, cette image, c'est un montage. Quand on voit Tesla, mais il n'était jamais là, ça aurait été trop dangereux. Non? C'est un photographe qui a fait ce montage qu'on mette le corps dedans. Okay. Mais ce qu'il a constaté, vous voyez, à différentes bobines, dans ce que vous voyez là, ce qu'il a constaté que il pouvait, ça c'est une expérience qu'il a fait quelques années avant, qu'il pouvait diriger les éclairs avec sa tête, mais d'abord avec une ampoule. C'était ce qu'une ampoule s'appelait brush lamp. Alors c'est là où il a compris qu'il y avait un rapport entre la conscience et l'électricité. Et on pouvait affecter les choses si on voulait, de toute façon. Alors, les pensées sont de l'énergie, quoi. Notre volonté, c'est de l'énergie. Oui. Alors, et j'ai écrit un article sur ça parce qu'il a compris qu'il y avait quelque chose dans l'œil de l'être humain qui permettait que l'œil n'est pas seulement pour recevoir, comme l'apercevoir, mais l'œil sert comme, selon lui, comme l'âme de la personne. Et donc, avec l'âme, on peut apprendre à avoir la volonté, et que cette volonté peut même affecter les circuits, pas nécessairement circuits, mais le mouvement, si vous voulez, des charges. OK? Mais pas exactement ce que vous voyez là. Là, le secret de ce que vous voyez dans cette image, c'est dans la grande bobine à gauche. Il y en a 3 bobines, une dedans l'autre. Et là, il y a la primaire, secondaire, tertiaire. Et la boule que vous voyez en haut, et la notion de cette boule, c'est qu'on empêche aucun mouvement au-delà de la bobine d'exister, et tout est forcé d'aller vers cette boule en haut. Et cette boule est destinée, et comme elle était à Warden Clyde aussi, à permettre ce qui est physiquement possible sur la planète avec le matériau qu'on a et tout, de laisser les charges au maximum sans les faire bouger. Alors on crée une extrême situation en haut, et en bas de la tour, plus bas de la bobine, il y a une autre bobine qu'on appelle pancake coil, qui fait qu'on donne le maximum de résistance de la Terre. On ne permet pas aucun grondage, si vous voulez. Aucune mise à la terre. Et on contrôle ça le plus haut possible. Tesla dit que c'est possible d'atteindre 100 millions de volts jusqu'à ce qu'on lâche. Et donc, quand on lâche d'un seul coup, on fait résonner la planète Terre avec la pancake coil en bas, et le truc en haut dans l'espace qui quand c'est mieux fait, c'est plus haut, non? Quelques centaines de mètres, quelques trentaines de Et c'est cette résonance fait que partout sur la Terre, on peut capter cette électricité qu'on a. C'est pas que dans l'espace, quelque chose bouge. Il n'y a aucun effet environnemental. Malheureusement, Tesla... Et on n'a pas besoin de cette étincelle, etc. Tout est fait en silence, si vous voulez. Malheureusement, Nikola Tesla est mort ruiné, malade. JP Morgan et les autres propriétaires des mines de cuivre ne voulaient pas que sa technologie perce. Il faut comprendre une chose, il faut comprendre le contexte. Quand
quand Nikola Tesla a fait démarrer la première barrage de Niagara Falls, c'était un grand événement pour l'élite américaine. Il y avait tous les meilleurs, les plus riches, les plus fameux, etc., personnages, les grands scientifiques, les ingénieurs présents. Et ces gens étaient là pour remercier à la fin Tesla d'avoir introduit une nouvelle technologie. C'est justement celle que vous avez avec Hydro-Québec, etc., non? Parce qu'il avait enseigné comment faire la transmission avec fil, comment faire les transformateurs, comment faire le poteau, comment gronder, quel matériau utiliser. Il a dû tout donner ça avec Chute Niagara, parce que pas seulement les barrages, pas seulement les turbines. Et c'était vu, et surtout par Ontario Hydro à l'époque, ce qui est devenu Ontario Hydro, parce que cette électricité servait aussi pour Toronto, c'était que ces riches qui étaient présents venaient d'investir dans le futur monopole de distribution d'électricité à travers les États-Unis et le Canada. Et avec ça, et aussi la première électricité servait pour les quelques compagnies, une nouvelle usine à New York City, Niagara Falls, New York, pour faire les matériaux qui seraient nécessaires pour la transmission d'électricité avec fil. Donc, il y avait énormément d'investissements qui venaient d'être faits lorsque le barrage commençait à produire l'électricité. Et Tesla est apparu. Il a dit « Bonjour, monsieur, merci, etc. Mais j'ai quelque chose de nouveau. Vous n'aurez plus besoin de cuivre. de cuivre. Je peux faire pas seulement les États-Unis et le Canada, mais toute la Terre. Oui. » Et les gens sont tombés, comme on dit, bouche bée, on dit, je pense en français. Bouche bée. Bouche bée. Et c'était la fin. Et alors, là, plus ou moins en même temps, Nikola Tesla venait de construire, avec l'argent que Morgan lui a donné, la tour à Warden Clyde. Et là, il avait démontré à Morgan qu'avec cette tour, New York deviendrait le point pivotal pour toutes les communications, télécommunications sur la Terre. Et naturellement, c'était vraiment très intéressant pour Morgan de devenir chef d'un système de télécommunications comme ce qui est déjà en train de possible. C'était la télégraphie sans fil, le téléphone sans fil, et aussi la possibilité d'avoir communication avec les bateaux, etc. Et monsieur, et c'est comme ça qu'il a obtenu l'argent pour faire New York devenir le centre dans ce lieu, et tout cet argent serait contrôlé par Morgan. Je ne sais pas si vous savez, Morgan à l'époque était un agent pour les familles Rothschild. OK. Oui, les Rothschild les Rothschild. Utilisaient Morgan pour acheter les chemins de fer aux États-Unis. C'est une usine d'acier et aussi pour le charbon. Alors, les mines de charbon. Alors, Morgan, quand la tour était presque finie, et Tesla lui a dit, je viens de transmettre de l'électricité de Long Island jusqu'à Los Angeles. Et j'ai reçu seulement 2% de perte à la réception à Los Angeles. Et quand Tesla lui a dit ça, Morgan était choqué parce que justement, c'était le même problème de Bouche Bay à Niagara Falls. Parce qu'il venait justement de manipuler, disons, le mot n'est pas approprié,
arranger les financements, si vous voulez, Ouais. pour tout ce système de transmission d'électricité avec fil. Avec fil, oui, ça menaçait sa business sérieusement. Oui. Aujourd'hui, est-ce que c'est pensable de transmettre l'électricité sans fil? Les économistes en parlent. Est-ce qu'on peut le faire de façon sécuritaire, croyez-vous? Oui, c'est possible. Il faut faire le travail. Il faut comprendre une chose. Cette question a été étudiée par, vous serez peut-être surpris, par vos collègues à l'Université de Montréal dans le département de l'environnement. Okay. Et ils ont soumis un rapport que j'ai au Conseil national de recherche du Canada et aussi au ministre M. Massé à l'époque, et aussi à Mme Malvoni, qui était yougoslave d'origine, donc très patriotique, si vous voulez, envers Tesla, Ouais. qu'il n'y aurait aucun impact environnemental. Parce que ce n'est pas qu'on envoie l'électricité en soi dans l'espace, c'est qu'il y a ces résonances terrestres qui permettent, avec, comme si vous voulez, un bon récepteur, convertir, comme on convertit le son dans la radio, convertir l'électricité qui n'est pas dans l'espace en électricité là où on veut. Et la brevette que M. Tesla a fait qui a empêché IBM d'avoir le droit, si vous voulez, de monopoliser le système de l'ordinateur, a existé parce que Tesla voulait que M. Morgan puisse vendre cette électricité parce qu'avec cette code binaire, personne ne peut acheter l'électricité. Le récepteur qu'ils ont n'aurait pas pu marcher pour recevoir l'électricité si les gens n'auraient pas payé. Vous comprenez? Il y avait le code binaire était pour assurer que quand on transmet l'électricité, il y a quelque chose de, comment peut-on dire? Sécurisé. Cryptique, si vous voulez. Crypté. Qui peut être enfermé à distance, ouvert et fermé à distance, selon le fait que les gens ont fait une entente commerciale. Mais M. Morgan n'était pas assez intelligent ou même développé intellectuellement pour comprendre comment Tesla voulait protéger ses intérêts aussi, même en utilisant l'électricité sans fil. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, il y a encore beaucoup de gens, dont l'ancien patron de Greenpeace, qui dit qu'il faudrait que ce soit l'énergie nucléaire, l'électricité nucléaire qui va nous sauver des changements climatiques. Qu'est-ce que vous pensez? Le problème de l'énergie nucléaire a deux aspects. Les déchets. C'est une technologie très complexe. Coûteuse. Et j'ai une bonne expérience personnelle de ça. Et quand il y a eu Harrisburg, vous vous souvenez? Harrisburg, c'était le centrale en Pennsylvanie qui a commencé à couler, non? Oui. Il n'y avait personne dans la compagnie Harrisburg qui savait quoi faire. Et il n'y avait aucun scientifique disponible qui saurait tout seul dire fermer de telles valves. OK? Et moi, j'étais impliqué dans ça parce que notre association, avec un Français, a créé le premier Internet. Et heureusement, il y avait le président Carter, qui est un ingénieur nucléaire. Et Carter a demandé à plusieurs personnes, parmi lesquelles il y avait Admiral Seaborn, qui avait été donné ce système d'Internet pour pouvoir communiquer des chiffres de lettres, je n'ai écrit rien, non? Pour pouvoir écrire pour qu'est-ce que les gens dans la centrale nucléaire Harrisburg devaient faire. Qu'est-ce qu'ils voyaient, parce que n'oublie pas, il n'y avait pas de caméra auto, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien, il y avait ça. Alors, et en faisant un réseautage d'Internet
je pense, 5 ou 6 personnes, heureusement, juste mon cadre est un ingénieur physique, qu'on a pu finalement, après 2 jours, je pense, dire quoi faire pour la centrale nucléaire pour arrêter l'incident. C'est vraiment les coûts qui sont faramineux, qui créent des Oui. limites et la gestion des déchets, évidemment. Hein? Parce que, alors ça, c'est un problème. L'énergie nucléaire est trop compliquée. Deuxième problème qui est énorme, c'est qu'il y a des déchets au moment donné et il n'y a pas encore de système appliqué pour assurer que ces déchets soient sains, assainis, si vous voulez. Oui. Et puisque notre association, nos réseautages, trouvent que c'est un des plus grands défis de l'humanité, quoi faire avec ces déchets nucléaires, nous avons réussi à différentes façons de proposer au gouvernement du Canada 4 ou 5 différentes méthodes. Mais il n'y a pas de suivi parce que, de nouveau, c'est la technologie si complexe. Les gens qui sont des experts dans l'énergie nucléaire sont experts dans certaines disciplines très limitées, fines, très minces. Ils ne savent pas l'ensemble des choses et aussi deviennent, si vous voulez, très fiers de ce qu'ils savent et pensent que tous les autres ne savent presque rien. Non, c'est un problème psychologique au fond. Donc, si quelqu'un vient avec quelque chose de nouveau qui semble être basé sur d'autres paramètres, c'est très difficile pour ces gens d'accepter, même s'ils voient les preuves. Mais justement, c'est pour ça que je vous relance la question. On parle beaucoup de technologies perturbatrices qui sont en train de percer. Par exemple, l'intelligence artificielle qui va bouleverser le milieu du travail. Croyez-vous que d'ici 10 ou 20 ans, il pourrait y avoir une nouvelle façon de produire et de transmettre l'énergie de façon plus saine? Croyez-vous qu'on peut y arriver à court terme? Oui, c'est possible parce que, imaginez, comme vous avez indiqué l'histoire, le courriel que vous m'indiquez sur l'écran de Manitoba Hydro, pour répliquer un principe, pas d'une façon commerciale, mais nous parlons quelques centaines de watts, quelques milliers de watts, non, parce que pour faire commercialement, il faut faire au moins 1 million de watts à la fois, non? Alors, il fallait seulement 4 personnes à Manitoba Hydro travailler le dimanche après-midi, faire la chose, faire les expériences et prouver que c'était possible. Alors, dans les années... Oui, c'était pas si difficile, mais il fallait avoir l'esprit ouvert. Et l'esprit ouvert existait parce que l'ingénieur en chef, que j'ai connu très bien, était celui qui a construit la ligne qui était vraiment exceptionnelle technologiquement à l'époque, de 1 million de volts entre le nord de Manitoba et les Dakota et Minnesota. Non? C'est la vache au lait de la province de Manitoba. Et parce que cette ligne était en courant direct au lieu d'alterner, il fallait être très innovatif, non? Parce qu'on n'avait pas de ligne de ce genre encore. Alors, donc, quand l'ingénieur et ses collègues ont appris que Tesla a fait cette soir, ils ont appris parce que le musée de Tesla à Yougoslavie venait d'annoncer qu'ils avaient imprimé les Colorado Springs Notebook. Donc, vous avez montré les images plus tôt. Et ils ont pris, c'est écrit en serbo-croate, même si originalement Tesla écrit en anglais. Et ils ont demandé à un prêtre serbo-croate à Winnipeg de traduire tout ça en anglais. Tout un travail, c'est 200 pages de notes mathématiques, etc., et physique. Un vrai travail de moine, oui. Et après d'avoir traduit, ça leur a pris 4 fins de semaine pour faire l'expérience. En 1980. Alors, si les gens
pour le congé de Noël, de dimanche. Ils ont pu faire ça, je ne crois pas. C'est impossible pour Y de faire, même inflationner la chose en peut-être quelques mois. 40 ans plus tard. C'est vraiment fascinant. On pourrait parler de Tesla longtemps, mais je pense qu'on va faire quelques séances d'entrevue. Mais parlons des champs électromagnétiques. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a intéressé à ça? Et Nikola Tesla était un des premiers hypersensibles. OK, c'est très personnel. J'étais en Italie, étudier architecture. J'étais très chanceux, je peux voir ça rétrospectivement, d'avoir comme quelques professeurs qui étaient les grandes étoiles, si vous voulez, d'Italie. Et en Italie, après la guerre, dans la Constitution, c'est écrit que le logement, c'est un droit. Ouais. Je pense que c'est l'unique pays où le logement est un droit. C'est tout le monde. Donc, quand à l'époque, c'était les années 60, 63, 64, 65, Milan grandissait comme Montréal et Toronto, donc de la même façon. Il y avait beaucoup de gens qui venaient pour travailler. Mais les capitales, après la guerre italienne, même les banques n'avaient pas assez d'argent pour construire les édifices, les maisons, etc. Il n'y avait pas de capital. Le pays était très détruit par la guerre. L'Italie a souffert plus que l'Allemagne économiquement parce que l'Allemagne a reçu énormément d'argent des Américains. Non? Mais les Italiens étaient toujours vus comme des gens de deuxième classe, n'avaient pas reçu. Donc, toute l'Italie a dû faire toute seule sa reprise. Alors, à cause du fait qu'il manquait de capital, le gouvernement a dit, c'est dans notre constitution, c'est notre obligation de construire le logement public. Mais parce que l'argent est très précieux, l'argent public aussi, il faut bien faire. C'était ça la loi. Donc, on a choisi mes professeurs de faire. Et dans mes cours, deuxième, troisième année, les professeurs me racontaient, comme à nous tous au fond, que c'était surprenant de voir comment certaines personnes qui venaient de Calabria, de Sardaigne, des endroits très reculés d'Italie, n'aimaient pas le logement public. Il y avait deux raisons. Une, c'est la maman. Où est la maman? Non, je n'ai pas d'espace pour ma mère, non? Alors, donc on a réglé ce problème. On a vu, il était obligatoire pour tout appartement d'avoir un espace qu'on appelait multi-uso, ça veut dire pour usage multiple. Ouais. Et c'est d'une telle manière, on peut l'utiliser pour la machine à laver, etc., mais c'est aussi une chambre où la maman, grand-maman peut venir. Okay. C'est obligatoire. Donc, il fallait qu'il soit illuminé, il devait être sonore, protégé sonoriquement s'il y a une partie dans l'appartement, etc. Donc, elle pouvait dormir à côté de la laveuse. Oui, c'était obligatoire de faire cet espace. L'autre problème, ils ont compris, c'était les champs électriques. Les gens n'étaient pas habitués, comme les autres Milanais, si vous voulez, au filage, dans les murs. Et ça les gênait. Alors, ça les gênait? À quel niveau ça les gênait? Ils sentaient les champs électriques? Ils ne se sentaient pas bien. Ah oui? Oui. Là, on parle des années 50 et 60? Oui, oui. Oui. Alors, parce qu'ils venaient des endroits où il n'y avait qu'une ampoule, une lampe, maximum, même les fours étaient à gaz, non? Okay. Alors, pas pour les petits poêles à gaz. Donc, ils voyaient... Petits poêles électriques, peut-être au maximum. Donc, ils voyaient pour la première fois oui, alors, l'électricité dans leur maison. Et c'était un très grand embarras pour le gouvernement parce qu'on ne construit pas de maison et après les gens ne veulent pas habiter dedans, non? Alors, donc, mais on a compris qu'il fallait faire quelque chose. Alors, mes professeurs étaient dans une polytechnique. Donc, la faculté d'architecture était à côté de la faculté de la génie. Et il y avait génie électrique, chimique, et tout ça. Dans quelle ville? Tout à côté. Dans quelle ville?
ils pouvaient travailler multidisciplinairement. Mais ça, c'est dans quelle ville, votre Ça, université? c'est les années 61, 62, Non. 63. No, which city? Dans quelle ville? À Milan, À Milan. Milan. OK. Surtout Milan, parce que mes professeurs étaient là. On faisait la même chose à Florence, à Rome, etc. OK. Mais là, en effet, on a même créé un institut Polytechnique de Milan qui existe encore, qui au fond traite la pollution électromagnétique pour les architectes et les ingénieurs. Ah oui, ça nous prendrait ça au Canada. C'est pour les études post-doctorales, non? Ça n'existe pas en Amérique du Nord ici. Pardon? Ça n'existe pas en Amérique du Nord. Non, justement. Alors, j'apprenais tout ça, j'étais très surpris. Je n'ai jamais entendu parler de champs électriques. Alors, et le professeur commençait, avec les autres ingénieurs et tout, à développer meilleurs films, meilleurs contacts. Et ils ont préféré ce système, et ce système, après, sont venus au Canada et aux États-Unis. Si vous constatez que dans les années 60, 70, on commençait à avoir de nouveautés dans l'industrie, c'est grâce à mes professeurs à Milan. Ah ouais. C'est la compagnie américaine qui a pris les brevets, était Levitron, et c'était devenu la compagnie clé qui a pris, tout le monde faisait la même chose, non? Alors, et tout ça a été pour assurer que les champs électriques soient plus diminués. Et les gens commençaient à accepter les logements publics. Okay. Et chaque année, il y avait un nouveau standard émis par le gouvernement italien. Comment faire mieux le filage, comment faire mieux toutes ces choses-là, pas seulement pour la sécurité, au point de vue de ne pas avoir de choc, toutes ces choses-là, mais aussi pour assurer que la qualité des matériaux sera meilleure, etc. Alors, et moi, j'étais au courant de tout ça. Chaque année, on annonçait qu'il faut faire le filage de toute manière, il faut faire telle chose. Et parmi les différentes choses qui apparaissaient même dans la planification italienne, il y avait les nouveaux standards, par exemple, que jamais il faut avoir un tour radio près d'une station d'essence. Ah ouais. Jamais il faut avoir, ça c'est une autre histoire, ça c'est plus philosophique, c'est vrai, près d'un cimetière. Ah ouais. Ça, c'est pas plus près que 500 mètres, non? Qui disait ça, vos professeurs d'architecture? Non, ça c'est devenu un standard. C'était obligatoire, c'est la loi italienne. Nationale. Mais oui. Wow. Alors, impressionnant. Et parce que là, ils ont compris qu'il y a toujours danger des étincelles, non? Au bien du cimetière, mais je parle de stations à gaz, non? Okay. Il faut éviter qu'il y ait, ou même que le voltage, les stray currents soient trop élevés avec des fréquences qui peuvent faire des astres. Les courants vagabonds dans le sol. Oui. Alors, j'apprenais ça. Donc, je retourne au Canada, où qu'est-ce que c'est ça? Non, on n'a jamais entendu parler. Et après, sont venus le premier ordinateur, comment on appelle ça? Il y avait le workstation d'autrefois. Les word processors, oui, avant les ordinateurs, avant le PC, qui étaient faits avec des écrans qui faisaient jusqu'à 10 000 volts par mètre. Et j'étais le premier homme dans le gouvernement fédéral à travailler avec un word processor. Ah ouais. Parce que je devais faire les rapports pour Chrétien et les autres rapidement, non? Et je ne pouvais pas supporter de toujours devoir avoir 2, 3 fois les tapés par les secrétaires, non? Si vous voulez, secretarial pool. Je n'avais pas le temps pour faire corriger parce qu'ils tapaient très mal, non? Alors, donc j'ai utilisé et j'ai constaté avec cette haute tension, si vous voulez, que j'ai perdu le sens du temps. Par exemple, c'est normal pour mon horaire de finir le travail à 5 heures et je venais à la maison à 7 heures, 11 heures de nuit, etc., sans même avoir faim. Ah ouais. Et au moment donné, j'ai compris, c'était parce que je travaillais devant le word processor. Qu'est-ce que ça faisait? Et j'ai lu, parce qu'à l'époque, il y avait déjà l'association, non, j'avais beaucoup de scientifiques que je connaissais, qu'en des constatations qu'on faisait pour le champ électromagnétique, c'était qu'on perd le sens du temps.
Oui. Le rythme circadien change. Mhm. Après, j'ai commencé à recevoir dans notre réseautage des informations que lorsque moi, j'étais parmi les premiers dans le gouvernement fédéral à avoir les ordinateurs, il y avait le même problème chez Bell Canada, chez les différentes banques américaines à New York, le téléphone Telecom, British Telecom, que les femmes enceintes qui travaillaient devant les ordinateurs avaient des problèmes de mauvaises couches ou Les de fausses mortalité. couches. Oui, les fausses couches, il y en a eu beaucoup d'études Et là-dessus. j'ai commencé à collectionner cette information et j'ai vu une chose qui m'a étonné, que c'était toujours le même pourcentage. Par exemple, s'il y avait une douzaine des employés ici, une dizaine là, 66, 2 tiers de personnes avaient des problèmes de couche, accouchement normal. Les 2 tiers. Oui, et j'ai commencé à étudier ça et à cette époque-là, l'association d'une société savante avec la Société royale du Canada, et j'ai fait des présentations aussi avec des représentants d'un hôpital à Surrey, à Nouveau British Columbia, la Colombie-Britannique, à propos des problèmes qu'il y avait avec les secteurs et aussi avec l'aide d'un professeur à l'Université Waterloo qui est un expert dans les champs électromagnétiques, un physiciste, qui aussi a constaté des problèmes et on a pu soumettre la notion qu'il fallait absolument protéger les femmes enceintes, ne pas travailler devant l'ordinateur, devant l'écran vidéo. Ici, j'ai une étude qui confirme en 2017 avec l'hôpital américain Kaiser Permanente. Donc, oui, il y a eu plusieurs études là-dessus, les fausses couches. Oui, mais ça, c'est plus moderne. Je parle des années 60. Oui, je comprends. Vous êtes 69, 70, je pense. Oui. Vous étiez un Et précurseur. monsieur, oui, je m'excuse. Vous voulez dire quelque chose? Oui, non, vous étiez vraiment un précurseur. J'aimerais parler, parce que le temps file, il nous reste 25 minutes pour aujourd'hui, de la nécessité de se protéger. J'ai votre PowerPoint ici, vous donnez d'excellentes conférences, en général à chaque année au Whole Life Expo à Toronto. Oui. Et vous êtes donc un expert dans la mitigation des champs électromagnétiques du réseau électrique 60 Hz, mais aussi au niveau de tout ce qui est sans fil. Qu'est-ce que vous aimeriez dire d'abord au niveau des protections qui sont moins connues, que les gens aimeraient connaître? Alors, le problème, c'est justement ce que vous montrez dans cette, comment on appelle ça, slide. Diapo, oui. Comment? Diapositive. Ah, diapositive, oui, c'est diapositive. C'est que malheureusement, la façon l'électricité bouge maintenant, surtout dans les fréquences plus rapides, c'est qu'il y a toutes sortes d'effets de polarité et de changement. Et c'est assez bouleversant et ce n'est pas naturel. Les émissions électromagnétiques naturelles, qu'il y en a beaucoup dans l'univers, et même beaucoup sur la Terre, ne sont pas désordonnées, si vous voulez, ou interrompues ou manipulées. Et c'est ça qui crée beaucoup des effets, y compris même dans l'eau, comme vous voyez dans le diapositive suivant, qu'il y a et donc, ce qu'il faut arriver à faire, en principe, une méthode, c'est pas seulement une question de blinder, c'est de rendre de nouveau ce qui est tellement manipulé, juggled, comme on dit. Jongler. Pardon? Jongler. Jongler, c'est bien, merci. Jongler, de rendre plus compatible, plus douce. Et la première technologie dont moi j'étais au courant, c'était dans les années 69. J'ai rencontré un chimiste, un ingénieur chimique chinois, Zhou Jiao,
qui venait de donner aux États-Unis la technologie de rendre les avions invisibles au radar. Et c'était d'utiliser certains genres de polymères, genre de caoutchouc, si vous voulez, néoprène, qui ont une lattice, si vous voulez. Et la lattice sert que chaque partie de cette lattice ou une trame retransmettre une partie à l'autre, même dans microscopiquement, comme un circuit en série. Et à deux sens, aller-retour. Alors, quand un radar essaie de voir l'avion qui est couvert de ça, donc lattice, c'est un treillis, oui, en français. Oui, il n'est pas décrypté parce qu'il n'y a pas de réflexion. Oui, c'est ça, ça absorbait au lieu. Parce que ça passe à travers. Non? OK. Alors, mais il a compris, et c'était un accident. Il avait quelques échantillons avec lui après le travail. C'était un Noël. Il y avait dans sa famille chinoise plusieurs enfants, jeunes enfants, qui regardaient la télévision à l'époque, qui était la télévision noir et blanc, qui était très catholique à part ça. Et que les enfants ils étaient très frappés par ça, parce que c'était pas commun encore. Ils étaient hypersensibles, hyper. Et il disait, mon Dieu, est-ce que c'est possible sur la télévision? Non? Alors, il a mis ces échantillons sur la télévision et il retourne quelques heures plus tard, les enfants sont normaux, sont tous pas hyper du tout, même s'il manque tout ça, tout était normal. Oui. Alors là, j'ai commencé à poser des questions. Si on peut rendre les choses jonglées, disons moi je dis à ma façon, non? Normal avec les pulsants, ce qu'il appelle pulsants, peut-être je peux travailler dessous. Et il a décidé, c'était même très courageux, n'oubliez pas, c'est un chimiste qui faisait des fortunes. C'est lui qui a introduit le nylon, le stocking, le nylon. Pardon, les bas pour les femmes en nylon. Oui, les bas nylon. Après, oui, le bagnon, il a introduit le polystyrol, le styrene, c'est lui qui a inventé ça. Et après, il fait encore un nombre d'argent avec les Américains pour les technologies pour les avions. Quel était son nom? Son nom? George Yao. Il était très fier parce que c'était le nom du premier empereur de la Chine, historiquement. Alors, et il a décidé, à la Suisse, qu'il a vu ses enfants, de laisser tout tomber. Il a dit, je vais étudier la médecine, mais il ne voulait pas étudier la médecine comme d'habitude, donc il a décidé d'étudier la naturopathie. Avec ça, et ses connaissances de famille, de la médecine chinoise, etc., et il a axé sur ça pendant 1 ou 2 années. Après, en étant naturopathe, il a ouvert le premier restaurant végétarien à Los Angeles, qui était une réussite fou. Et avec tout ça, il avait le temps pour étudier. Et comme ça, il m'a entendu parler parce que je parlais de radionique, justement. Il était très intéressé, mais comment c'est possible que radionique marche, non? Et il voulait voir si, avec ces matériaux, les choses qu'on constate avec la radionique, est-ce qu'on peut aussi les voir dans la structure chimique, si vous voulez, de pulsar. Et il faisait toutes sortes de choses. Par exemple, il a fait quelque chose qui n'a pas été commercialisé. Il pouvait même modifier la lumière avec le pulsar. Comme justement un peu comme votre Alvin Mark, non? Ouais. Il faisait polariser la lumière et il pouvait dépolariser la lumière. Alors, et même les couleurs, ils travaillaient sur ça. Mais ça, c'est une chose qui n'a pas été commercialisée. Okay, donc il m'a téléphoné de temps en autre pour raconter tous ses récits, comment c'était vraiment extraordinaire, etc. Et à un moment donné, il est venu à Ottawa et il m'a donné une pièce de pulsar, qui comme tout ça maintenant a été commercialisé, très joli. Donc, c'est pulsar, P-U-L-S-O-R. P-U-L-S-O-R. Oui, c'est ça. Okay. Oui.
Alors, et il m'a donné, et je ne savais pas quoi faire parce que j'avais donné. Après, quelques années plus tard, j'ai eu la hépatite. Donc, j'étais très, très faible et je ne réussissais pas même à travailler, etc. Et j'avais mis cette pulsar qui m'a donné échantillon à côté de mon lit dans un tiroir. Et mon épouse, Monique, me voyait, imaginez, avec les yeux fermés, ouvrir le tiroir et chercher le pulsar et tenir dans ma main. Et elle disait, mais André, qu'est-ce que tu fais? Je dis, quoi? Alors, donc, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai dit, c'est quelque chose que M. Yao m'a donné à l'aéroport d'Ottawa avant de partir pour Los Angeles. Et alors, elle a téléphoné à Yao, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que tu as donné à André? Et il l'expliquait un peu ça, etc. Alors, et je peux t'en expliquer. Alors, elle a invité à Ottawa pour donner des présentations. Et c'est comme ça, Monique s'est intéressée dans le pulsar et on a commencé à comprendre comment travailler avec, etc. Ici, on voit le c'est mon entrée dans le monde des champs électromagnétiques normalisés, si vous voulez, on naturalisé. Fascinant. Là, je veux juste expliquer que je montre le site essentia.ca, qui est la compagnie de votre femme, Monique. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, le pulsar? Ben, le pulsar ont été design, si vous voulez, avec différents objets, parce qu'il a compris que la composition, les grandeurs, les lattices, les formes des objets influencent différentes choses. Influencent la fréquence ou les fréquences, la gamme de fréquences que le pulsar répond à détermine la onde de forme que ça crée et tous les va-et-vient qui viennent entre, par exemple, le corps et l'environnement. Donc, les gens doivent comprendre que toute forme émet des ondes, oui. Comme une pierre qu'on va lancer dans un lac, par exemple. Hein? Pardon, je n'ai pas compris la dernière partie. Comme une pierre qu'on lance dans le lac, oui. ou un immeuble qu'on implante dans un centre-ville. Tous les objets ont des formes qui vont influencer l'énergie naturelle, c'est ça? Oui. Je peux vous donner un exemple, un bon exemple de ça. La façon qu'une plante produit une feuille, cette forme se développe à cause de la manière qu'elle cherche, par exemple, la lumière. Ouais. Et elle a sa propre identité, comme maintenant on dirait ADN, etc. Mais cette forme va dépendre de différentes choses qu'elle va prendre d'énergie, comment la transformer pour son propre bien-être, pour tous les besoins qu'elle apprendra plus tard. Y compris des choses très physiques comme le taux de sucre, si vous voulez, le taux de différents gaz, de nombre de charges qui descendent de la plante ou montent la plante, le taux d'absorption d'eau, et toutes ces choses-là vont dépendre aussi de la forme qui se crée lorsque cette plante travaille avec la lumière. Et imaginez maintenant que vous avez un pulsar qui est une feuille, non, qui est en train de vivre, si vous voulez, parce qu'il il est capable de capter et raisonner avec certaines fréquences qui viennent, autant du corps de l'être humain qui le tient que de l'environnement qui va passer à travers. C'est un va-et-vient, non, qui vient tout le temps. Et la forme, par exemple, la forme de torus est déjà une forme très particulière. Imaginez, dans le cas de Tesla, par exemple, Tesla a essayé, même à Colorado Springs, des torus aussi autour, pas seulement les boules, non? Il avait les torus parce qu'il y avait une autre caractéristique des émissions qu'il pouvait atteindre avec ça, non?
Alors, et donc, les formes sont parfois très importantes. Les formes, par exemple, hexagonales et très pentagonales, pardon, ou hexagonales, pardon, est très important, par exemple, parce que c'est la circonférence, si vous voulez, la plus efficace que la nature est capable de faire. C'est pour ça que les abeilles font ce qu'ils font, non? Parce que c'est la façon la plus facile de faire des ruches. Ouais. Et il y a moins d'efforts, non? Parce que la nature cherche toujours la façon la plus facile. Hein? Et elle est très paresseuse, la nature. Elle ne veut rien faire trop difficile, OK? Ouais. Alors, donc, et c'est à cause de cette volonté de faire le plus simple, le plus facile, ce qui sort de cette forme sera différent que si c'est rond. Aussi, les coins arrondis, les coins légèrement arrondis ont toute importance. Une personne qui a vraiment compris ça pour l'architecture, c'était Rudolf Steiner. Vous avez peut-être vu les édifices où il y avait des pilastres qui étaient arrondis, le plafond touché arrondi de façon souple. En effet, au Canada, il y a un excellent exemple de l'architecture de Steiner. C'est l'édifice créé par mon ami Cardinal, l'autochtone, le musée des civilisations, de sciences. Toutes les formes de ce musée sont basées sur la souplesse qu'il faut. Et c'était inspiré, et lui, en effet, a étudié l'architecture parce que quand il était un Indien sans famille, si vous voulez, forcé de vivre à l'extérieur, il a connu un Allemand en Arizona qui lui parlait pour le faire dormir des différents récits de Rudolf Steiner, et ça lui a inspiré de devenir architecte maintenant. Il y a mon ami. Et là, ça s'intonisait bien avec son esprit autochtone, non? Avec la nature, vivre en harmonie. Vous devez connaître aussi Ibrahim Karim, l'architecte égyptien qui a créé la biodynamie. Pas la biodynamie, mon Dieu. L'architecture de façon bioarchitecture. Bio. Oui, oui. Bio. Là c'est un peu différent. Biogéométrie, excusez-moi. OK. Biogéométrie. Merci. Il est très... il a l'esprit égyptien, de la culture égyptienne, et très fier de ça. Et il voulait faire comme mes professeurs à Milan, voulait faire de l'architecture pour les citoyens, si vous voulez. Et il voulait faire quelque chose qui correspondait à son peuple. Et en se sensibilisant des différentes formes de l'ancienne Égypte, surtout les structures internes des pyramides, il a pu saisir comment les structures intérieures avaient une raison d'être énergétique. Et c'est ça qui, je pense, sa compréhension des choses lui a aidé à essayer de vulgariser sa compréhension très ancienne, presque occulte, si vous voulez, égyptienne. Oui, c'est ça. C'était occulté pendant longtemps, mais aujourd'hui, c'est démocratisé, cette information-là. Oui. Andrew, il nous reste 5 minutes pour aujourd'hui. C'est certain qu'on va poursuivre l'entretien. Mais si je vous demandais, est-ce qu'on doit se préoccuper davantage de la pollution électromagnétique du sans-fil ou de ce qui est filé dans nos maisons? Attends, répétez la question, je n'ai pas compris, je m'excuse. Aujourd'hui, on ne parle que du sans-fil au niveau de l'électrosmog. Est-ce qu'on sous-estime la pollution qui vient du réseau électrique et des appareils qui sont filés? Oui, on sous-estime, mais il faut comprendre. Prenons l'exemple de mes professeurs. Les professeurs ne savaient rien de ça, non? Ils découvrent et ils sont
forcé, mandaté par le gouvernement de faire les logements publics bien, OK? Efficacement, etc. Alors, ils entendent des malheurs, des cris de malheur de gens qui veulent habiter. Alors, ils se sensibilisent, ils disent, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On est forcé de faire quelque chose, autrement on ne peut plus construire, non? Donc, cette réaction, si vous voulez, des professionnels commence à se développer ici et là. Par exemple, je remarque surtout au Québec, il y a toutes sortes des organisations qui ont des workshops, si vous voulez, sur les maisons saines, etc. Il y a des personnes comme Christopher Ives, par exemple, si Christopher Ives, CMHC, Société d'hypothèque logement, s'il n'aurait pas vu dans son propre équipe de personnes hypersensibles, il n'aurait jamais pensé, et aussi de son collègue Dr. James White, qui était le expert dans la qualité de l'air. Oui, la qualité de l'air, c'était vraiment mon maître au niveau de la qualité de l'air. Alors, s'il n'y aurait pas eu cette sensibilisation, il n'y aurait pas, avec le budget qui était possible, etc., l'approbation des supérieurs, il n'aurait pas fait l'effort de découvrir quels matériaux sont bons pour les hypersensibles, etc. Et on n'aurait pas demandé à des gens comme moi de faire des recherches sur les champs électromagnétiques dans la maison. Alors, c'est la même dynamique que justement mes professeurs à Milan dans les années 60. Alors, et maintenant, il y a des médecins, même comme Dr. Anthony Miller à Toronto, qui est très fort dans l'Organisation mondiale de la santé, en même temps, comme un rapporteur, si vous voulez, et les hôpitaux comme Western Hospital Toronto, qui a toute une équipe pour les gens hypersensibles. Donc, il y a cet effort autant de praticiens que de professionnels de dire mais qu'il faut faire quelque chose. Un des défis peut-être immédiat, c'est la façon dont nous avons construit les lois pour organiser les organisations comme Hydro-Québec, par exemple, et Ontario Hydro One en Ontario, qui ont certains mandats, mais qui ne le permettent pas ils ne lâchent pas de fonds non plus pour rendre le réseau, si vous voulez, plus aimable à la population. Un autre problème qui n'a jamais été prévu, c'est que quand les premiers ordinateurs sont venus en vigueur et les ordinateurs commençaient à avoir des fréquences comme 2.4 GHz, non, qui au fond sont micro-ondes à la fin, le retour de tout ordinateur va à la Terre et aussi au retour par le neutre vers les installations. Et ça crée beaucoup de problèmes, même techniques, pour les réseaux d'électricité. Et au Québec, par exemple, surtout sur les réseaux de haut voltage comme 345, je pense, kilovolts, qui résonnent avec ce système et par la suite aussi émettent des micro-ondes dans l'espace immédiat. Et c'est aussi une grande préoccupation aussi point de vue technique. Je prévois des possibilités de détérioration du réseautage, etc., qui n'est pas une bonne nouvelle au point de vue du capital pour la compagnie. Si on ferait de l'effort, pardon? Je vais justement ce que je voulais dire, on va reparler de cela, les problèmes de mise à la terre, parce que je dois vous quitter, on a besoin de la ligne, mais on va fixer un autre rendez-vous pour parler de l'étude que vous avez faite pour la SCHL et de l'article qu'on a fait publier. Je crois que c'était le magazine Électricité Québec. Je vais retrouver cet article et on va se fixer un nouveau rendez-vous, Andrew. Merci. Merci infiniment. À très bientôt. OK. Bye-bye. Bye-bye.